Alors, bonjour à tous, chers 5e B. Donc aujourd'hui, première vidéo qui va rappeler finalement surtout ce qu'on avait vu dans la ou les séances précédentes. Donc je vous rappelle, et vous pouvez d'ores et déjà prendre vos cahiers d'histoire-géographie, qu'on est dans le chapitre justement sur l'histoire médiévale, concernant les campagnes dans l'Occident médiéval, chapitre 3 d'histoire. D'accord ? Donc, dans ce chapitre, justement, on avait déjà vu et parlé des paysans dans un premier temps, on en voit en action en ce moment même là à l'image. On avait parlé notamment, en l'occurrence, des techniques agricoles qui s'amélioraient justement au Moyen-Âge. Je vous renvoie à ce schéma sur l'assolement biennal et triennal, je ne reviens pas dessus. D'accord ? Donc ça c'est le premier, comme on pourrait dire, pilier de la société médiévale, de la société du Moyen-Âge, c'est les paysans. À cette époque-là, l'énorme majorité des Français et des gens de toute l'Europe même au Moyen-Âge travaillent dans l'agriculture. Deuxième pilier, deuxième partie essentielle de la société médiévale, mais beaucoup moins nombreux cette fois, c'est ce qu'on pourrait appeler la noblesse ou aussi les seigneurs. Et ça c'était le grand 2, la seigneurie au cœur de l'Occident médiéval. On avait écrit normalement la définition de seigneurie. C'est finalement ce domaine agricole, c'est ce qui est central ici, c'est que la richesse vient de la terre, de l'agriculture, ce grand domaine, ce grand territoire qui appartient justement à un seigneur sur lequel le seigneur va exercer son pouvoir, en l'occurrence, et on va voir lesquels, on va rappeler lesquels. Il exerce en fait un pouvoir, ce seigneur, à la fois sur sa terre, mais aussi sur les hommes qui vont vivre sur sa terre. Alors, on va rappeler cela dans d'abord un document. On va le regarder rapidement ensemble. C'est justement les pouvoirs du seigneur. Donc vous avez ici justement un texte d'un historien qui explique quels sont ces différents pouvoirs sur les hommes et sur la terre. Le seigneur détient le pouvoir de commandement. Il commande les hommes, en fait, et la population qui vit sur son territoire. Il possède également un pouvoir militaire, comme c'est dit ici. En effet, vous avez en tête forcément quand on parle de seigneur l'image du chevalier avec l'armure combattant, du château fort également, on en reparlera. Donc c'est un militaire, c'est sa fonction principale au seigneur, et c'est ce qui explique, c'est la raison pour laquelle finalement ce seigneur va la plupart du temps, entre guillemets, être en vacances, comme un camarade l'avait dit en classe, si je crois me rappeler. Il est en vacances parce que justement, il a la fonction de défendre ceux qui vivent sur ces terres. D'accord ? Et en échange, on lui donne tous les pouvoirs qu'il va avoir et qu'on a listés. Donc le pouvoir de commandement, le pouvoir militaire, d'accord ? Un pouvoir de justice également. Il va juger tous les méfaits, toutes les mauvaises actions, les délits qui vont être commis sur ces terres, jusqu'à pouvoir condamner à la pendaison, donc la mise à mort. Ça va vraiment de la simple amende à la mise à mort. C'est le juge donc suprême dans sa seigneurie. Et le pouvoir de lever des redevances. Les redevances, c'est finalement des taxes, c'est finalement souvent prélever de l'argent à ces paysans, ou en tout cas leur imposer des choses. Par exemple, le seigneur peut construire des installations collectives, on va en reparler, et obliger les paysans à utiliser ces installations en échange de taxes. On va voir lesquelles. Il est propriétaire des terres, donc souvent il va louer ses terres aux paysans, de diverses manières. Ça, c'est pour finalement un résumé. D'accord ? Quand on regarde un document d'époque, justement, qui date du XIVe siècle, un seigneur, la seigneurie de Visme, dans le nord de la France, on regarde ici, on a différents éléments avec les petites pancartes orange ici, sur le document, qui nous montrent, justement, quels sont les grands ensembles, les grands lieux, les lieux les plus importants pour le seigneur dans sa seigneurie. D'abord, plusieurs édifices. Au centre de sa seigneurie, bien sûr, son château. Le château, il a 3 fonctions, on l'avait dit. Sa première fonction, c'est un habitat, c'est le lieu de résidence du seigneur. Sa deuxième fonction, c'est la fonction défensive. On a dit qu'il a le pouvoir militaire et de protéger sa population. En cas d'attaque, par exemple, la population peut tout à fait venir se réfugier dans la cour du château et le seigneur est chargé d'assurer la défense des paysans. Enfin, c'est une fonction qu'on appellerait ostentatoire. J'avais expliqué le terme, ostentatoire, ça signifie qu'on cherche à montrer sa richesse et sa puissance. En effet, si la fonction était seulement de se protéger et d'habiter, il vaudrait mieux ne pas être vu que de construire une tour
très grande, un donjon, hein, un château immense, souvent perché sur en altitude en fait, hein. Puisque l'avantage à s'enterrer pour se protéger, c'est que justement on n'est pas visible et qu'on est beaucoup plus difficilement atteignable. Ici on est visible de tous, certes on voit mieux aussi les menaces arriver, mais c'est pas forcément le meilleur moyen de se protéger. Donc il y a vraiment cette fonction de montrer sa puissance aussi. Plus le château est gros, plus il est grand, plus il est haut placé, et plus on a affaire à un seigneur puissant, finalement. Ça c'est pour le château. Il y a d'autres éléments à retenir. Les différents types de terres, je vous les rappelle très brièvement, parce qu'on avait déjà copié la leçon qui parle de cela. On a 3 types de terres, tenures que vous avez ici, d'accord, réserves également, et communaux. Pour faire très simple, les réserves, c'est les terres que se réserve le seigneur. Vous le voyez, c'est pas la majorité des terres, c'est les réserves, finalement, ces terres-là, elles sont plus petites, et c'est les terres où les paysans vont cultiver pour le seigneur. C'est la réserve personnelle du seigneur. Les tenures, ce sont des terres qui également appartiennent au seigneur, puisque quasiment tout lui appartient, mais qui sont louées aux paysans contre différents services. D'accord ? Ça peut être contre de l'argent, ça peut être contre un impôt en nature, c'est-à-dire le paysan va lui reverser une partie de ses récoltes. Ça peut être contre des corvées, c'est-à-dire que le paysan va travailler tant de jours dans l'année gratuitement pour le seigneur. Et enfin, dernier type de terre, ce sont les communaux, c'est des terres qui sont laissées gratuitement aux paysans pour laisser paître, laisser manger leurs animaux, pour que les vaches, les chevaux, etc. puissent se nourrir tranquillement. On termine avec 2 derniers éléments très importants. Le moulin du seigneur, c'est ce fameux type justement d'installation commune dont il est fait mention dans le texte qu'on a étudié et qu'on retrouve ici, qu'on a étudié juste avant le plan. D'accord ? Donc ces installations communes, ça peut être un moulin justement. Le seigneur peut construire des installations collectives, obliger le paysan à les utiliser contre des redevances. Et bien le moulin, pour faire simple, à l'époque, je vous rappelle qu'on mange 1 kg de pain par jour et par personne, ou de la bouillie d'avoine ou de blé. Donc pour faire cette bouillie ou pour faire ce pain, on a besoin d'écraser les céréales. Une fois que la récolte est faite, que j'ai récolté mon blé, je vais donc aller au moulin pour écraser mon blé et en faire de la farine. Il y a un seul moulin, il appartient au seigneur, et une partie de la farine, une partie de ma récolte que j'aurais eue, va revenir dans la poche du seigneur, en fait. Hein, à chaque fois, on va, comme ça, pouvoir prélever des taxes. Enfin, le gibet, ici, qui est un petit peu à l'écart du village et la seigneurie, mais qui est le long de l'axe principal qui dessert cette seigneurie, c'est l'endroit où finalement on va rendre justice, c'est notamment l'endroit ici où on va exercer la peine de mort et où seront pendus les condamnés pour les crimes les plus graves commis au sein de la seigneurie. C'est un endroit donc à l'écart pour éviter les maladies, les mauvaises odeurs, vous imaginez bien, parce que le pendu et le condamné, on va le laisser là quelques temps en l'occurrence, et on va laisser quelques temps parce que justement c'est pour montrer l'exemple, c'est une justice exemplaire. On va pas tuer n'importe qui et pour n'importe quoi, d'accord ? Si j'ai volé 3 poules à mon voisin, on va pas m'exécuter, mais justement parce qu'elle est exceptionnelle, on va laisser le corps un certain temps, pour le punir aussi, pour lui empêcher un peu d'aller au paradis, hein, on va pas l'enterrer tout de suite, et puis aussi pour dire, regardez, ici le Seigneur exerce son droit de justice, il est impitoyable, si vous ne respectez pas ses lois. Voilà. C'est donc le Seigneur, on l'a dit, le maître de la terre parce qu'il les possède toutes, parce qu'il prélève des redevances, des taxes, de l'argent dessus. D'accord ? C'est aussi le Seigneur le maître des hommes, par son pouvoir qu'il exerce sur eux, par la justice qu'il exerce sur eux, et par l'argent qu'il va leur prélever notamment. D'accord ? Voilà ce qu'on avait dit dans les parties précédentes. Et je vous renvoie au cahier, aux 2 parties, aux 2 paragraphes qui correspondent à ce que je viens de vous rappeler. Ça correspond au petit 1, le Seigneur maître de la terre, avec le paragraphe qui se trouve ici même. Si vous ne l'avez pas dans le cahier, je vous laisse mettre pause sur la vidéo et bien recopier ce relativement long paragraphe, effectivement, et qui correspond à ce que je vous ai dit juste avant. Et puis petit 2, le Seigneur maître des hommes, plus court, qui correspond aussi à ce que je vous expliquais sur ce pouvoir de justice, notamment et militaire, du Seigneur sur les hommes qui vivent dans sa seigneurie. Pareil, si vous ne l'avez pas, on clique sur pause dans la vidéo et je vous laisse le recopier.